Bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Marc Delaunay, qui est chercheur au CNRS et traducteur, et pour notre nouvel épisode de la série A comme Babel, consacrée à la traduction. Alors Marc Delaunay, vous êtes, je viens de le dire, chercheur au CNRS, philosophe et aussi traducteur. Comment est-ce que vous comprenez cette dualité entre votre travail de chercheur et de philosophe et de traducteur? Quel est le rapport ou les rapports que vous établissez entre ces deux activités? Le premier rapport est très simple. Il est historique et biographique. La traduction est venue dans le prolongement quasi naturel du travail philosophique. Plus précisément, je suis devenu traducteur parce que je voulais lire mieux des philosophes qui, à l'époque où j'ai fait mes études, à la fin des années 60, n'étaient tout simplement pas traduits en français. On n'a plus idée aujourd'hui de ce qu'était l'état de la librairie française à l'époque. Je parle d'une époque où le livre de poche commençait à peine à surgir. Et par conséquent, l'offre qui aujourd'hui s'étale dans toutes les librairies, déclinée dans des milliers d'ouvrages parfaitement accessibles et disponibles, n'était pas le paysage qu'on avait sous les yeux à l'époque où je faisais mes études. Et donc, bon nombre d'ouvrages dont certains professeurs nous parlaient, et notamment les professeurs que j'ai eus, Ricoeur, Lévinas, se référaient constamment au monde germanique. Ces auteurs-là n'étaient pas disponibles, n'étaient pas traduits. Et donc, la curiosité m'est venue tout simplement de me mettre à lire dans l'original les textes dont on nous parlait. Et très naturellement, presque sans y réfléchir, je me suis mis à traduire certains passages de ces textes et à m'engager ainsi, très concrètement, dans le travail de traducteur, que je n'étais pas à l'époque. J'étais simplement un amateur qui faisait de la traduction pour combler certaines lacunes de la librairie. Et en quelque sorte, dans le prolongement de ces études philosophiques, la traduction est venue comme un adjuvant absolument nécessaire. Et c'est ainsi que je me suis mis à traduire en amateur et pour moi. Et puis, le hasard des rencontres a fait que Heinz Wiesmann, dont je suivais les cours, m'a proposé un jour de venir en aide à un collègue qui était Michelard, et qui était en quelque sorte désireux de poursuivre les traductions de Nietzsche qu'il avait commencées, mais avec la collaboration et l'aide de quelqu'un qui le sortirait, ce qui était un peu le cas à l'époque, de la solitude où il se retrouvait comme dans une impasse. Et en même temps que j'ai commencé donc à traduire Nietzsche avec Michelard, un autre professeur, Jean-René Ladmiral, qui venait de terminer sa thèse sur Jürgen Habermas, s'est vu proposer la traduction d'un recueil de textes de Habermas chez Gallimard, et m'a demandé si je ne voulais pas l'aider dans ce travail. Et c'est ainsi que j'ai commencé à traduire à la fois Nietzsche et Habermas, de deux types d'écriture en allemand qui sont vraiment très distinctes, très différentes, presque opposées, m'ont lancé tout simplement dans le travail de la traduction. Merci beaucoup. Ça ouvre énormément de perspectives et de questions que j'aimerais vous poser. La question, d'une part,
du texte, puisqu'il s'agit de textes philosophiques, mais avec Nietzsche aussi d'un texte qui a une qualité littéraire. Donc la question de savoir dans quelle mesure la traduction, d'une part, est un exercice littéraire pour vous, d'autre part, un exercice philosophique et d'interprétation. Ça c'est une des questions, je dirais, un peu fondamentales. Question plus anecdotique, mais intéressante quand même pour cette galerie de portraits de traducteurs que nous sommes un peu en train de brosser dans notre audio à la demande. Ce serait la question de savoir comment vous vivez cette alternance entre les moments où vous écrivez de la philosophie ou de l'histoire de la philosophie, y compris d'ailleurs de la philosophie de la traduction. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à la question, et soit en votre nom propre, soit en participant ou en dirigeant des collectifs. Et autre question, la façon donc dont vous mettez ensemble philosophie et traduction, interprétation. Alors, ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait un peu beaucoup à la fois, mais j'en ai retenu, j'en avais 4 ou 5 autres. Voilà, pour répondre à la deuxième partie de votre première question, la traduction n'a pas été seulement un prolongement de mon travail en philosophie, parce que inévitablement est venu le moment où, en philosophe, on réfléchit sur la pratique qu'on a. Et la traduction était bien une pratique sur laquelle on commençait en France, à cette époque-là, c'est-à-dire au tout début des années 70, à réfléchir de manière un peu plus systématique qu'on ne l'avait fait auparavant. Je fais allusion là au joli, très joli texte sous l'invocation, qui s'appelle Sous l'invocation de Saint Jérôme, de Valérie Larbaud. On commençait à réfléchir à travers Georges Mounin, le problème théorique de la traduction, le problème linguistique de la traduction et le problème théorique de la traduction, à travers Henri Méchonic, à travers Jean-René L'Admiral, qui était aussi l'un de mes professeurs, et dans le sillage de Jean-Marie Zemb, qui était le grand germaniste qui a écrit cette merveilleuse grammaire contrastive du français et de l'allemand, la grammaire allemande étant écrite en français, la grammaire française étant écrite en allemand. C'est un monument qui est pour l'instant indépassé. Donc, ce faisceau historique m'a placé en quelque sorte d'emblée dans la perspective d'une attitude réflexive à l'égard de la traduction. Et comme par ailleurs je fréquentais Heinz Wiesmann et Jean Bollack, qui étaient à l'époque les grands noms de ce qu'on appelle l'école philologique de Lille, qui cultivaient particulièrement les approches théoriques issues de la philologie allemande de Humboldt et de Schleiermacher, c'est-à-dire l'herméneutique. Ce qu'on appelle l'herméneutique en un sens précis, c'est-à-dire l'herméneutique comme méthode, et non pas l'herméneutique comme ensuite ce qu'elle est devenue avec Gadamer et Heidegger, une philosophie. Et donc l'approche du texte, la réflexivité requise par l'approche du texte, sont les linéaments pour moi de la théorisation de la traduction. Et votre question était très juste. Qu'est-ce que c'est qu'un texte? Qu'est-ce que c'est qu'une interprétation? Ça ne va pas de soi. Très spontanément, on observe que les gens pensent que le texte, un texte, contient son sens, qu'il a son sens. On ne voit pas que, tout de suite en tout cas, on ne voit pas que c'est faux, d'une certaine manière. Nous sommes tous, à l'égard d'un texte, comme le protagoniste de la nouvelle de Henry James, qui s'appelle L'image dans le tapis,
nous croyons absolument que si nous scrutons absolument dans un détail, de manière extrêmement détaillée, un texte ou une œuvre, nous allons y découvrir ce qui l'unifie et qui s'appellerait son sens. Ça n'est pas vrai. L'analyse d'un texte, l'explication d'un texte, nous fait apparaître simplement des unités significatives, des éléments qui sont les significations de ce texte, qu'on peut repérer dans le texte, qu'on peut isoler, dont on peut faire le catalogue ou la nomenclature. Mais tout le problème de l'interprétation n'est pas cela, ni ne s'y résume. Le problème de l'interprétation consiste à trouver quel lien établir entre ces éléments de signification une fois qu'on les a repérés. Établir ce lien, c'est amorcer une interprétation. Et cette interprétation nous conduit peu à peu à nous apercevoir que ce qu'on appelle le sens d'un texte, c'est ce que le texte produit. Le texte est donc la matrice qui produit ce que nous appelons le sens. Mais bien évidemment, le texte produit du sens et non pas le sens. Il produit du sens au sens où, c'est le cas de le dire, un texte dessine l'horizon vers lequel s'organise de manière plus ou moins savante, de manière plus ou moins rigoureuse, ses significations. Le sens est donc la polarisation ou la finalité externe du texte qui résulte du jeu interne des significations et des configurations internes que le texte installe pour produire ce sens. Il va de soi, bien sûr, qu'il y a aussi un contexte du texte, c'est-à-dire une place de ce texte dans l'histoire, éventuellement dans une tradition, et que le contexte nous renseigne sur tout ce dont parle le texte. Mais il est bien clair que, quelle que soit la manière dont un texte convoque des éléments extérieurs et antérieurs au texte, le texte n'a de sens que précisément parce qu'il les organise autrement que cela n'a été fait. Et qu'on ne peut pas réduire un texte à l'ensemble des significations qu'il nous donne à lire, en l'occurrence. Ce qui est intéressant, c'est l'organisation de ces significations qui est le début, la base de toute interprétation. Oui. Alors, vous avez décrit de façon assez abstraite le fonctionnement du texte dans sa conception, si on peut dire, au sens de la gestation. Vous avez parlé de matrice, du sens, d'une proposition de sens. Est-ce que vous pourriez nous en donner un exemple précis, tiré non pas des œuvres au programme, mais tiré de votre expérience de traducteur, oui, qui peut-être nous aiderait à mieux saisir dans le concret, si je puis dire, cette opération. Ben écoutez, voilà un exemple très simple et qui a un rapport direct avec la traduction. C'est le passage, tout au moins, le rapport direct avec la traduction tel que notre conscience collective et historique l'a établi. C'est le passage biblique sur Babel. Ce passage qu'on trouve dans Genèse 11, 1, verset 1, 9, a très longtemps valu dans notre culture comme, disons, le mythe ou le récit qui rendrait compte de la nécessité de la traduction. On ne s'aperçoit pas, ce faisant, que du même coup, la traduction devient une activité un peu blasphématoire ou quelque peu pécamineuse, puisque nous allons à l'encontre de ce qui semblerait être le châtiment voulu par Dieu de la pluralité des langues. Bon. J'ai fait exactement le même trajet en tant que traducteur qui voulait savoir un petit peu comment son activité était encadrée dans la tradition. Donc je me suis mis tout simplement à lire le texte. Et
je suis tombé avec stupéfaction sur le fait que le texte disait exactement autre chose que ce que la tradition veut absolument lui faire dire. C'est-à-dire, le texte commence par un verset dans lequel il est dit, suivant les traductions, mais elles se résument la plupart à ce type de phrase, il y avait partout sur terre une seule langue et des paroles une ou des paroles unies. Et à partir du moment où on amorce la lecture de ce texte par un énoncé de ce type, on ne s'aperçoit pas de ce qu'on fait en mettant un duratif à la place, par exemple, de ce qu'en français on peut écrire sous la forme d'un passé simple, qui est un peu désuet maintenant, mais il y eut partout change la chose. Pourquoi c'est si important ce changement-là de temps, hein? C'est vrai qu'en grec, dans la Septante, le verbe eimi, einai, ne connaît que l'imparfait. Il n'y a pas d'aoriste, par exemple. Bon. C'est vrai qu'en hébreu aussi, le verbe être n'apparaît pas dans le texte. Donc il est toujours très difficile de déterminer le temps auquel le verbe est employé. Et en latin, ensuite, dans les traductions, c'est un imparfait. Erat, je crois que c'est pas lingua, c'est je ne sais plus quel idioma, peut-être. Comment Idioma. Non, c'est pas idioma. J'ai oublié le mot latin qui est choisi dans la Bible. Et donc, ce faisant, voilà une phrase apparemment très simple. Bon, il y avait sur terre une seule langue et des paroles une. Bon. On ne s'aperçoit absolument pas de ce qu'on fait lorsqu'on installe un duratif à la place d'un passé simple. Au lieu de considérer que c'est un accident, que c'est tout d'un coup quelque chose qui arrive, on en fait une situation originelle. Or, si on regarde le contexte immédiat de ce passage de la Genèse, on s'aperçoit que Genèse 10, 32, qui poursuit la nomenclature amorcée de la descendance d'un des fils de Noé qui s'appelle Shem, qui en hébreu veut dire le nom, c'est pas pour rien. Cette descendance de Shem, comme des autres fils de Noé, s'achève partiellement par la mention expresse. Voilà les descendants de Shem selon leur nation et leur langue au pluriel. Donc, d'une part, la dispersion en différents peuples, différentes nations et en différentes langues est déjà acquise. C'est une donnée qui est déjà présente. Alors, pourquoi tout d'un coup installer cet épisode, ces 9 versets qui semblent aller à l'encontre ou qui semblent indiquer qu'au départ, il y aurait une situation où la dispersion en langue n'existerait pas? On ne peut pas le comprendre sans regarder la suite du texte. Par quoi s'achève le texte de Babel? Pas du tout par une situation de bouleversement considérable. Ce qui se passe, c'est que la généalogie des fils de Shem ou des descendants de Shem se poursuit. Comme si elle ne s'était interrompue que pour laisser place à cet épisode-là. On comprend donc que le texte, par sa composition même, c'est un des éléments de signification qu'un texte peut organiser, nous attire notre attention sur une rupture qui s'est produite à l'intérieur de l'histoire des descendants de Shem, dont certains, à un moment donné, ont voulu que partout ne fût parlé qu'une langue, et l'hébreu dit ou dvarim aradim, c'est-à-dire et des paroles une, si on traduit littéralement. C'est-à-dire quelques paroles. Non pas au sens où une au pluriel signifierait
des paroles harmonieuses ayant réalisé je ne sais quelle miraculeuse unité avec leurs référents. Non, ce sont quelques paroles, c'est-à-dire pas beaucoup. Autrement dit, ce qu'une langue une permettrait, c'est pas du tout ce que pourraient s'imaginer ceux qui la souhaitent. C'est au contraire une situation d'indigence qui est produite. Une langue universelle, une langue qui serait la même partout. Une sorte de globish, finalement. Voilà. Produit un affaiblissement de la dynamique linguistique et de la création linguistique, et non pas l'inverse. Bon. Et d'ailleurs, c'est ce qui se produit ensuite dans le texte. Il y a un passage du texte où est décrite l'activité de ces dissidents qui décident de s'installer dans le pays de Shinéar pour bâtir, tout le monde attend, une tour. Non, non, non. D'abord, ce qu'ils veulent bâtir, c'est une cité. C'est-à-dire, d'abord, le projet est politique. La tour est un adjuvant et le symbole de cette cité, évidemment. Et c'est évidemment, comme la tradition picturale de la Renaissance nous a présenté la tour de Babel sous maints aspects comme étant le symbole de l'orgueil humain, nous pensons qu'effectivement, le châtiment divin qui a dispersé ces gens-là est un châtiment qui laisse planer une sorte d'ombre pécamineuse autour de l'activité de traduction. Mais pas du tout. Ceux plutôt que Dieu a dispersés là sont des gens qui justement refusaient la dispersion. C'est-à-dire ceux qui sont dispersés sont ceux qui étaient contre la pluralité des langues. Et par conséquent, la traduction n'est nullement en quelque sorte grevée dès l'origine par une charge de blasphème. Au contraire, la traduction est là pour nous montrer, faire apparaître dans sa virtuosité ce que c'est qu'un texte. Le texte de Babel dont je parlais ne manque pas de le faire. C'est-à-dire que le passage qui décrit l'activité des hommes réunis autour du projet de construire la cité babélienne est une série de paronomases savamment orchestrées pour connoter l'identification du moyen et de la fin chez des gens persuadés que parler une langue miraculeusement abolit les distances entre le projet et sa réalisation, ou entre le soi, la personne et le monde. Cette illusion-là est parfaitement bien dénoncée par le texte, par un moyen qui est subtil, qui est justement une ressource littéraire, purement littéraire. Vous pouvez nous en donner quelques exemples, peut-être? L'isrefa, par exemple, qui est la paronomase pour dire, comme on dit, flambons-les à la flambée, hein, pour désigner la pratique de la cuisson des briques. Une espèce de cratilisme, de mirage kratilien et performatif. Voilà, c'est ça. C'est comme si on était là dans l'illusion d'une immédiateté permanente entre la parole et ce qu'elle désigne. Bon, c'est un exemple qui est un tout petit peu... c'est sans doute le meilleur exemple pour parler justement de la traduction, hein, que de remonter à Babel. Oui. Et justement à la littérarité du texte, avec ces paronomases que vous évoquez, avec la question de la traduction des aspects du verbe. Hein, oui, bien sûr. Ou du temps verbal, tout simplement, hein, qui est en français en particulier tellement riche malgré le caractère désuet du passé simple dont vous parliez. Hein, et évidemment, on peut penser immédiatement à Flaubert. Hein, oui, bien sûr. L'opposition entre le passé simple et l'imparfait qui ouvre des abîmes de temps, d'interprétation. Donc effectivement, c'est une façon de retourner la tour de Babel là, qui est tout à fait
tout à fait passionnante. Oui, je pense à un passage d'un texte de Madame de Lafayette qui décrit l'état d'esprit dans lequel un des protagonistes du récit se trouve à l'égard de la princesse de Montpensier, dont il a la charge pédagogique et dont il tombe amoureux. Et elle dit, il n'était pas maître de son cœur, il le fut de ses actions. On voit très bien comment ce décalage des deux aspects oppose parfaitement bien deux temporalités qui sont en conflit. Bon. Tous ces aspects-là, je les ai découverts en suivant le travail de Bollack et Wiesmann, qui venaient de publier leur édition magnifique des fragments d'Héraclite, bon, où ils avaient fait un travail tout à fait considérable d'édition philologique et ensuite d'interprétation. Dans la perspective que j'ai indiquée tout à l'heure et qui était celle qui consiste toujours à considérer et à prendre très au sérieux une langue comme dynamique, comme système inachevé, mais comme système, et sa réalisation constante, son effectuation constante dans les discours, et de manière évidemment plus éminente, plus ramassée, plus dense, dans le discours littéraire, dans le discours philosophique, et bien sûr dans le discours poétique. Bien sûr. Alors vous avez cette expérience de traducteur de philosophie, mais aussi, on le disait tout à l'heure, d'écrits plus littéraires. Je pense par exemple à Nicolas Born, oui. que vous aviez traduit, alors un roman. C'était un roman. C'est aussi un poète. Mais bien sûr, le cas d'école, c'est Nietzsche, parce que c'est à la fois on pourrait dire un essayiste, si on peut dire, dans certains de ses écrits. Je pense notamment aux Considérations inactuelles. C'est évidemment un maître virtuose de la prose aphoristique, mais c'est aussi un poète en vers et en prose. Et vous êtes, je crois, en train, vous avez déjà terminé de retraduire Ainsi parlait Zarathustra, ou plutôt Also sprach Zarathustra. Oui. Là aussi, on a une question de temps verbal, et ainsi que d'ailleurs les écrits philologiques de Nietzsche. Donc, c'est un écrivain philosophe dont la palette est finalement à la mesure du traducteur que vous êtes. Comment est-ce que vous traduisez tous ces différents aspects d'un même auteur? Est-ce que vous cherchez une unité de ton sous-jacente? Est-ce que même vous la trouvez? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'on entend une même voix, la voix de Nietzsche, dans ces différents écrits? Et comment vous êtes attentif à cette diversité et en même temps à cette unité? L'attention à la différence des textes est fondamentale. On ne peut pas traduire de la même manière quelque chose qui, disons, chez lui, reprend un style argumentatif ou une rhétorique argumentative traditionnelle, et quelque chose qui, en permanence, rompt cette rhétorique traditionnelle, cherche à la rompre, je dirais avec peut-être un trait commun qui m'apparaît toujours dans tous ces textes, qui est la valeur éminente qu'il accorde au rythme, parce que c'est sa manière littéraire, disons poétique, n'ayons pas peur du mot, d'introduire théoriquement la dimension du temps dans l'argumentation, c'est-à-dire de présenter toujours ce qu'il dit comme étant une interprétation assumée comme telle, voulue comme telle, et en même temps comme une interprétation qui dit quelque chose qui n'est pas, à ses yeux, faux, ni même discutable. C'est-à-dire qui n'est plus une interprétation.
qui est ce qu'il pense être vrai. Sauf que ce qu'il pense être vrai, ça n'est pas un concept, c'est un faire. C'est une action constamment à l'œuvre et qui, même à ses propres yeux, se trahit dès qu'elle perd son acuité dynamique. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas traduire le Zarathustra comme on traduit des passages, disons, de Par-delà bien et mal ou du Gai Savoir. Tout simplement parce que là, nous sommes dans une tentative faite par Nietzsche, non seulement pour transposer allégoriquement des éléments doctrinaux qui sont les siens, mais pour aller un peu au-delà. C'est ça dont il avait en tout cas l'ambition. Bon. Est-ce qu'il y a réussi? C'est un autre problème qu'on peut débattre. Mais il n'est pas niable ni contestable que bien des passages du Zarathustra sont poétiquement réussis. Bien des passages de Par-delà bien et mal sont également poétiquement très réussis, indépendamment de leur pertinence philosophique au regard de la tradition de ce qu'ils discutent et au regard des lacunes d'histoire de la philosophie qui sont les siennes, qui parfois sont criantes. Mais indépendamment de la chose, c'est effectivement, comme vous le dites, il le dit d'ailleurs lui-même à juste titre, c'est un virtuose de l'aphorisme. Pour cette raison que j'ai indiquée, qui est l'art qui est le sien, de dynamiser un Allemand qui était déjà un peu figé dans ce qui s'est appelé de son vivant même Kathederdeutsch, c'est-à-dire l'allemand de la chaire universitaire, et qui a tendance évidemment à emprunter à l'argumentation de type hegelien, c'est-à-dire de très grandes périodes argumentatives où se succèdent un certain nombre de propositions dites subordonnées qui ont l'ambition de créer une sorte de petite totalité sphérique refermée sur elle-même qui se résume en quelque sorte dans le verbe. Et donc on a chez Nietzsche affaire à quelqu'un qui réussit, me semble-t-il, parfaitement bien à fluidifier cet allemand, mais pas seulement à le fluidifier, si vous voulez, ça ce serait un effet de ce qu'on appelle le style, mais à vraiment faire penser ce que c'est que la dynamique interne au langage, à toute langue plus exactement, étant donné que toute langue est d'abord cette dynamique-là, même si elle s'achève toujours et ne peut que s'achever en partie en système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler sans avoir un système de la langue qui la règle, mais on ne peut pas parler sans mettre en œuvre les virtualités de ce système inachevé. La rencontre entre les deux dimensions, que Saussure appelle paradigmatique et syntagmatique, n'a d'intérêt que si on la considère comme une dialectique. C'est-à-dire que cette rencontre n'est pas d'ordre structural, simplement. Elle n'est pas figée dans sa présence comme telle dans une structure qui est toute langue. Non, ce qui est intéressant, c'est la dynamique qu'elle représente, et cette dynamique, c'est une dialectique inachevée, qui ne se dépasse en quelque sorte jamais, autrement que dans des réalisations, c'est-à-dire des textes, qui ne font que relancer la chose. C'est très intéressant parce que je vous posais la question de la voix. Vous répondez par le rythme, qui est évidemment fondamental chez Nietzsche, bien sûr, ne serait-ce que par référence à la musique. Et en même temps, cet écho à la dynamique de la langue dont vous venez de parler. Mais la question que ça m'amène, qui est plus pratico-pratique du traducteur, c'est la fameuse question, au fond, de savoir quelles sont les priorités qu'un traducteur comme vous reconnaît dans son travail. C'est-à-dire, par exemple, quand il doit traduire Nietzsche, vous parlez du rythme,
est-ce qu'il y a des moments où vous devez sacrifier des aspects de sens, des aspects de rythme, des aspects d'image, etc. Est-ce que vous avez j'imagine une réflexion sur cette pratique, bien évidemment. Est-ce que vous avez une réflexion qui est figée ou une théorie fixée sur votre pratique, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est adapté à chaque texte? Comment est-ce que vous... De manière très générale, oui, ou pas, certains aspects, ou est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que vous gardez tout? Vous le dites très bien dans les termes sacrifice et gardez tout. Je ne peux pas traduire en ayant en tête l'idée de perte ou l'idée de sacrifice, tout simplement parce que je n'ai pas affaire à ce que je me représente comme une totalité parfaite. Alors, même quand il s'agit d'un poème, même quand il s'agit d'une œuvre poétique close, en quelque sorte, sur elle-même, ou qui donne l'impression d'être close sur elle-même par la régularité de son rythme, de ses rimes, etc., pour moi, j'ai affaire simplement à la réalisation d'une dynamique qui a permis à l'auteur ou à l'autrice d'écrire. Quand je traduis, je me mets dans la position qui est celle plutôt d'un interprète musical qui est face à une partition. Si je réussis très bien à jouer un morceau, je m'aperçois que j'ai comme ça laissé passer 2-3 notes. Ça n'est absolument pas grave. Les musiciens qui jouent toutes les notes sont pour moi des virtuoses gymnastiques. Il y a toute une époque où on a vu apparaître ce genre de virtuoses qui savaient parfaitement interpréter toutes les notes d'un morceau extrêmement difficile, par exemple de Rachmaninov. Bon. Très souvent, on est émerveillé par leur technique, par leur virtuosité, mais on aimerait bien entendre la musique. Et je veux toujours, à mes propres oreilles, que je me joue la musique du texte. Et c'est ça qui m'importe. Alors, j'ai dit que j'étais comme un interprète devant une partition. C'est un peu vrai, sauf que c'est pas une partition qui est, elle, très formelle et bon, très, la plupart du temps contraignante. Je suis face à un texte qui a d'autres contraintes et je suis obligé de me mettre plus modestement, non pas dans la position du pianiste ou du violoniste, mais du mime. Mmh. Et c'est ça qui est à la fois difficile et pour moi inévitable, c'est que ce mime est une attitude qui n'est pas simplement psychique, c'est psychosomatique. C'est cette unité psychosomatique qui se met en résonance avec le texte et qui produit la traduction, dont résulte la traduction. Bon. Comme l'instrumentiste que vous décrivez. Oui, si vous voulez, mais simplement, là, on n'a pas affaire à quelque chose qui est presque extérieur comme des notes. On a affaire à un texte, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit se redire avec ses propres mots, et on n'a pas de distance à l'égard de ses propres mots, ou très peu de distance à l'égard de ses propres mots, tout simplement parce que on ne sait pas dire dans sa propre langue cela. Je me souviens, vous faisiez appel à le texte, vous rappeliez le texte de Nicolas Born. J'étais très déconcerté au début quand j'ai traduit Nicolas Born, parce que c'est une langue un peu qui mime le journaliste qui est le protagoniste du livre. Donc une langue dans laquelle on a affaire à un certain nombre de constats qui se succèdent dans une temporalité assez triviale. Il rentre dans sa chambre d'hôtel, il allume la lumière et il se fait couler un bain. Je ne savais pas dire ça en français. C'est-à-dire, bien sûr, je sais potentiellement le dire, mais je ne savais pas l'écrire. Ni l'écrire comme je ne sais pas écrire ce genre de choses, puisque je ne les écris pas. Bon.
Il fallait donc que je me mette dans la position de quelqu'un qui, comme ce journaliste qui est le protagoniste de la falsification de Nicolas Born, accomplissent tous ces gestes dans une sorte de crédibilité littéraire qui fait qu'on passe ces phrases en accompagnant des gestes anodins, alors que tout autour, évidemment, on est en pleine guerre de Beyrouth, le chaos s'installe. Donc ce mime-là fait appel à une voix intérieure que nous avons tous et dont nous n'avons pas nécessairement conscience qu'elle est là. Et ce mime, justement, comme toute chose qu'on imite, est-ce qu'il ne finit pas par s'incarner? Et qu'est-ce que ça induit comme métamorphose existentielle du traducteur? Est-ce que vous avez vécu des réincarnations permanentes, des karmas de traducteur? Est-ce que vous en avez retiré à chaque fois de chaque expérience de traduction finalement une leçon de vie ou une ouverture Alors c'est beaucoup trop dire que c'est une leçon de vie, c'est une leçon de langue. D'accord. C'est plutôt une leçon de langue qui peu à peu m'a conduit, je l'ai constaté, à écrire autrement. Parce que par ailleurs, j'écris des choses qui sont stylistiquement dans le prolongement de la manière dont je traduis. Et je traduis dans le prolongement de la manière dont j'écris. Je n'y peux rien, c'est ça ma voix. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous avez réussi à trouver une unité dans les traductions de Nietzsche? Je dirais très modestement, parce que ça pourrait paraître très orgueilleux, j'écris du Marc Delaunay lisant Nietzsche. Bon. Oui, toujours la question de l'interprète. Voilà, exactement. Mais ce Marc Delaunay, il a été nourri par la pratique tellement intense de la lecture des auteurs qu'il traduit, qu'il finit par acquérir, je dirais pas une maîtrise, ça c'est tout l'inverse, mais au moins celle de sa mimétique. Donc je peux m'adapter en fonction des auteurs que je traduis. Ça, c'est ce que l'expérience, disons, apporte de manière extrêmement peu maîtrisable. La proximité psychosomatique avec des textes et avec les auteurs, malgré tout, de ces textes, est-ce qu'elle n'induit pas une forme de comment dire, j'ai dit réincarnation de manière un peu cocasse tout à l'heure, mais une forme d'autre vie, de découverte d'autres, beaucoup plus profonde que la simple lecture, c'est un petit peu ce que je veux dire. Ce qui est passionnant, c'est de découvrir comment d'autres auteurs ou autrices pensent leur relation au monde, qui n'est pas la mienne, qui est différente, ou qui m'apprend la leur. Ça fait l'objet d'une curiosité inextinguible. Je suis toujours passionné par la découverte de l'autre manière de dire, de penser, donc d'écrire et de construire un rapport au monde qui explore des domaines, des situations, des émotions que je ne savais pas être capable de comprendre ou d'appréhender. Le fait de les traduire, est-ce que ça les rend plus proches ou est-ce qu'au contraire, c'est la fin d'un processus qui d'une certaine façon, les extériorise? C'est juste une voix prêtée et construite pour tel texte. J'ai jamais l'impression d'un achèvement. Évidemment, ça m'est arrivé d'avoir à retraduire des textes que j'avais déjà traduits, je les ai écrits autrement. À tout moment, je suis conscient du fait que les choses changent, bougent, se modifient, que mon propre rapport au texte aussi se modifie. Non, je pense que là, c'est plutôt constamment l'expérience du temps, de la temporalité que je fais et de l'inachèvement, mais en même temps, l'envie de traduire, la curiosité que j'ai pour des textes qui me plaisent, qui d'emblée me séduisent, m'attirent,
et rester intact. Très bien. Et écoutez, je crois qu'il est temps de clore cette rencontre qui nous a plutôt ouvert un grand nombre de perspectives. Je vous remercie beaucoup, Marc Delaunay. C'est moi qui vous remercie. Pour cet entretien très riche. Et je vous dis à toutes et à tous, à la prochaine fois, à notre prochain épisode de A comme Babel.